Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Forum du patrimoine. J'ai le plaisir d'animer les échanges de cette 4e édition qui se tient au Salon international du patrimoine culturel à Paris. Cette 4e édition du Forum est organisée par Ateliers d'Art de France et le magazine Atrium avec le soutien de la Fondation France Bois-Forêt pour notre patrimoine. Cet après-midi, je reçois sur le plateau 3 invités pour parler de la commande publique. La commande publique, c'est aujourd'hui un enjeu essentiel pour transmettre les métiers, les savoir-faire. Mais cette commande publique est encore difficilement accessible pour certains métiers d'art. Donc, je salue mes invités. Bonjour, Jean-Pierre Le Bureau. Bonjour. Vous êtes ornemaniste, membre d'Ateliers d'Art de France. Vous êtes président de la commission des métiers d'art à la région Île-de-France. Chambre des métiers à la et Chambre l'artisanat des métiers. Île-de-France. À vos côtés, Florence Babix, bonjour. Bonjour Ariane. Vous êtes architecte du patrimoine et vous représentez l'association des architectes du patrimoine aujourd'hui. C'est cela, oui. Enfin, Marc Bayard, vous êtes responsable du développement culturel et scientifique au Mobilier National. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être pour commencer, je vous propose d'écouter l'expérience de Jean-Pierre Le Bureau sur la commande publique. Alors l'expérience, si on peut dire, elle est très courte dans la mesure où je ne réponds pas aux commandes publiques parce que je fais un métier qui est un métier niche, donc qui n'est pas facile à identifier, on est très peu d'intervenants et il n'est pas question pour une toute petite structure, qui est mon cas et le cas de la plupart des métiers rares comme le mien, de répondre à un appel d'offres parce que c'est beaucoup trop complexe par rapport à nos capacités en termes administratifs, etc., logistiques. C'est compliqué sur donc tout le volet administratif et sur l'allotissement, même c'est ça, l'allotissement pose problème parce que souvent notre lot est noyé dans un lot beaucoup plus conséquent et donc on ne peut pas répondre à un appel d'offres dans la mesure où on ne va pas répondre à l'ensemble d'un lot qui déborde nos compétences, qui sont très pointues mais très resserrées sur notre métier. Donc on ne peut pas répondre la plupart du temps à un appel d'offres. J'imagine que c'est compliqué sur les chantiers de restauration parce qu'on a besoin d'artisans très qualifiés. Oui, oui, justement, c'est bien là où est le problème, c'est que nous, architectes du patrimoine, on peut avoir des petits chantiers, enfin c'est déjà d'assez gros chantiers, mais dans lesquels on ait besoin d'un doreur, d'un bronzier, d'un serrurier d'art pour faire des petites choses et donc alors il faut aussi que nous fassions attention effectivement à bien donner le bon nom des lots et ne pas mettre le serrurier d'art noyé dans le lot métallerie, auquel cas il ne pourrait pas répondre. Mais c'est un vrai problème parce qu'effectivement, on a souvent besoin de ces gens qui ne sont pas très nombreux, qui sont dans des petites structures. Et ça fait longtemps qu'on a identifié qu'ils avaient des difficultés à accéder, déjà à avoir l'information. Et ensuite, une fois qu'ils ont l'information, à pouvoir accéder, faire des dossiers. Voilà, c'est un problème. Comment ça se passe au Mobilier National? Parce que vous avez besoin justement aussi de ce genre de qualification. Alors, je dirais qu'au Mobilier National, nous avons 2 types de commandes publiques. D'abord, une commande qu'on pourrait qualifier de structurelle, puisque le Mobilier National siège au Mobilier National dans le 13e, et ce sont des bâtiments historiques, aussi bien des bâtiments perrés faits en béton dans les années 37 que dans l'autre partie, une partie beaucoup plus ancienne. Donc tous les travaux d'aménagement qui peuvent être faits et qui sont conduits sous l'ordre d'un architecte des monuments historiques peuvent faire l'objet d'allotissements, peuvent faire l'objet de commandes auprès d'artisans ou d'entreprises du bâtiment. Donc ça, je dirais que c'est une des grosses dépenses et des gros soutiens qu'apporte le Mobilier National au métier d'art en général et au métier du patrimoine. L'autre partie, qui est peut-être plus spécifique et plus, entre guillemets, conjoncturelle, c'est la commande publique soit à la restauration, soit à la création. À la restauration, par exemple, nous avons mené pendant le Covid une commande publique auprès de certains métiers très rares, comme des restaurateurs de galuchas, restaurateurs de parchemins. Donc là, ça a été des groupements et on a fait une commande publique pour pouvoir restaurer un certain nombre de mobiliers qui ont été présentés d'ailleurs dans l'exposition Le Chic. Et l'autre partie de la commande publique, c'est beaucoup plus sur la création. Et là, c'est plutôt soit de l'achat, soit aussi de la commande d'investissement autour de mobilier.
Voilà un petit peu les deux aspects de la commande publique au multinational. Donc effectivement, il faut pouvoir avoir accès à l'information déjà, de savoir que ces appels d'offres existent pour pouvoir répondre. Pour les entreprises, j'imagine, c'est pas forcément évident. Oui, alors ce que me racontait récemment une entreprise, c'est qu'il y a un certain nombre d'années, moi j'en ai le souvenir aussi, tout passait systématiquement au BAOMP, qui était un ouvrage national. Pour des raisons, j'imagine, de praticité, on a enlevé cette obligation, je pense, en dessous d'un certain seuil. Mais justement, ce seuil, c'est précisément souvent en dessous de ce seuil-là qu'on a besoin d'avoir des artisans. Et donc, il me disait que pour eux, c'était très difficile, n'ayant pas un grand service administratif, d'éplucher plusieurs régions, d'être abonné à X, je ne sais pas, enfin, des sites avec des mots-clés. Et que tout ça était très long et finalement c'était plus pratique pour eux quand c'était tout au BAOMP. Oui, c'est sûr que ça prend énormément de temps d'avoir à éplucher tout ça. On imagine que vous n'avez pas forcément le temps de... Non, j'ai pas de service administratif. Je suis tout seul à mon entreprise actuellement, même si j'ai eu une assistance administrative. Mais on peut effectivement pas le temps d'aller chercher ces informations. Il faut quasiment un service dévolu dans les grandes entreprises, c'est ce qu'ils ont, un service dévolu à ça. Et ça... je peux pas, matériellement je peux pas. Alors moi je m'étais demandé si Atelier d'Art de France, qui fédère comme ça des centaines d'artisans d'art, si Atelier d'Art de France ne pouvait pas, peut-être même moyennant rémunération, mais offrir un service de ce type-là, qui par département ou au moins région et par métier, ferait apparaître les appels d'offres en cours de façon... Voilà, on a essayé de réfléchir à des façons... C'est la première chose, c'est d'avoir l'information. Après, on peut répondre, on ne peut pas répondre, mais si on n'a pas l'information, de toute façon, c'est râpé. Oui, on rate le coche. Moi, je dirais peut-être que la difficulté, c'est l'adéquation ou l'inadéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le code des marchés publics et qu'il faut atteindre un seuil qui déclenche la commande publique. Je crois que c'est 40 000 €. Et de l'autre, des entreprises qui peuvent répondre à ces 40 000 € ou plus, et à tous ceux qui ne peuvent pas répondre. C'est-à-dire qu'ils sont des petites structures qui, en fait, s'ils devaient répondre à un marché de 50, 60, 60 000 €, souvent les structures derrière, quand c'est de l'unipersonnel et avec une réponse en 6 mois, ils n'ont pas la taille suffisante pour pouvoir répondre face à la taille du marché. Donc en fait, souvent la commande publique c'est fait en fait pour les gros ou les allotissements pour des gens qui vont en groupe. Et la difficulté, c'est notamment pour les plus petits, c'est comment se rattacher et être identifié pour faire partie de ce consortium, si je peux dire. Peut-être, je ne sais pas si c'est un peu ce que vous vivez de votre côté. Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, il y a des questions de ce que je dis tout à l'heure, de taille du marché. On ne peut pas répondre à un appel d'offres de 200 000 €. Ça, c'est pas possible pour une structure unipersonnelle, qui est le cas de la plupart des entreprises qui ont des métiers niches comme le mien. Bon, maintenant, après, le montant du marché, des marchés de 40, 50, même 100 000 €, ça m'est arrivé d'y répondre régulièrement. Ça, c'est pas... mais bon, voilà, il faut aller les chercher, ces marchés, c'est avoir l'information, c'est surtout ça. Oui, et ça, il faut que votre mission à vous soit bien identifiée et pas noyée dans un lot. C'est là toute la difficulté. Il est hors de question que j'ai à gérer des lots qui ne me concernent pas, que j'aille moi-même sous-traiter les choses. Ça me paraît complètement... oui, c'est aberrant. C'est complètement aberrant. Ça, je ne sais pas faire déjà de toute façon, et je ne le ferai pas. C'est pas du tout dans nos mentalités. On se borne à sa mission, à son métier. On ne sait pas faire autre chose. Et c'est déjà pas mal. Oui, ou alors avoir à vous mettre en sous-traitance de quelqu'un qui aurait le lot plus important. Mais c'est ce qui se fait quasiment systématiquement. C'est ce qui se fait. Voilà. Du coup, vous perdez un peu en autonomie. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de structures qui, elles, vont chercher ces appels d'offres, qui s'interposent quelque part, mais qui, pour vous, architectes, n'aident pas pour le chantier. Parce qu'après, ils vont chercher du sous-traitant à bas coût,
qui n'a pas forcément la capacité de répondre en termes de qualité de travail. Voilà, alors nous, architectes du patrimoine, on est quand même très sensibilisés à ça. On essaie dans nos descriptifs d'être précis et d'avoir autant de lots qu'il en faut de façon à faciliter l'accès. Mais bon, j'imagine bien que ça n'est pas encore suffisant. Après, je sais que l'État essaie de soutenir les métiers d'art par des défiscalisations. Donc il y a plusieurs façons effectivement d'essayer d'aider les artisans et les entreprises d'art à la fois d'accéder, à la fois de pouvoir gérer des dossiers qui sont de plus en plus compliqués, très dématérialisés et finalement difficiles à boucler. Oui, il faut avoir une ingénierie un peu derrière aussi pour gérer tout ça. Administrative, oui. Oui, ça c'est assez lourd. Bon, effectivement, l'État essaye de mettre des choses en place, mais pour l'instant, on n'a pas l'impression que ce soit particulièrement efficace, en tout cas. Sur les principes de défiscalisation, par exemple, ça c'est des choses qui n'ont pas l'air très utilisées. Mais moi, j'ai parlé avec des entreprises qui m'ont dit qu'à une certaine époque, pareil, ils arrivaient à faire défiscaliser des dossiers. Parce que il y a des critères. Il faut, par exemple, que c'est donc ce qu'on appelle le CIMA. Il faut qu'il y ait 30% des salariés qui sont véritablement détenteurs de cette formation, de cette capacité de métier d'art, pas seulement le patron et ensuite tous les autres n'ont pas de qualification. Donc 30%, c'est si c'est une entreprise de 3-4 personnes, voilà, c'est possible. Hein. Il faut que la production soit des œuvres uniques, soit des œuvres de petites séries. C'est ce qu'est le cas hein, quand on fait faire, nous on fait faire, je sais pas, des luminaires, des choses comme ça. Ils sont dessinés, ils sont réalisés, ce sont des œuvres uniques, même si on en fait 8 ou 10, parce que dans une église il en faut un certain nombre. Donc il y a un certain nombre de critères. Et donc cette personne me disait que ces derniers temps, les dossiers étaient souvent retoqués. C'était plus difficile d'avoir la défiscalisation. C'est une mesure qui a été prorogée d'année en année, enfin de 2 ans, 3 ans. Donc c'est bien de la soutenir, mais il faudrait que en tout cas, oui, que les dossiers soient acceptés et soutenus. Ça leur facilite un petit peu la chose, quoi. Oui, on comprend qu'il y a encore pas mal de choses à faire en la matière en fait pour réussir à ouvrir cette commande publique à l'ensemble des métiers d'art et toutes ces niches de métiers. Un salon comme ici permet aussi au grand public de mettre en valeur ces métiers, hein, ça c'est bien. On a participé au prix que donne Atelier d'Art de France et ce sont des métiers complémentaires, disons, de la construction, de la restauration, maçonnerie, charpente, couverture. Donc pour nous, c'est très important que ces métiers-là soient mis en valeur, oui. Mais je crois, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est vrai que la difficulté, c'est qu'il y a un code des marchés publics qui est généralement fait pour de la masse, du quantitatif, alors que en face, notamment dans certains aspects de la construction, on est vraiment dans le sur-mesure, dans le plus petit quantitatif. Donc là, c'est vrai que l'adéquation n'est pas évidente. Alors soit elle est très très bien conçue par les architectes, par dire voilà, ils savent très bien de quoi ils parlent, mais après, c'est vrai que ce sont des compétences qui sont à la fois administratives des opérateurs publics et en face de ceux qui y répondent, qui n'est pour l'instant pas toujours facile à prendre en considération. Et c'est vrai qu'un salon comme celui-ci, en tout cas pour les acteurs publics, privés ou autres, permet de prendre conscience de la pluralité des métiers
qui sont en exercice face à simplement quand on refait une salle, ça va du carrelage au plafond en passant par les huisseries ou autres, c'est à chaque fois des corps de métier, à chaque fois des compétences particulières, et c'est pour ça que l'importance de ce genre de rendez-vous, c'est de montrer, de sensibiliser et faire connaître toute cette multiplicité, parce que ça fait prendre conscience aussi après qu'une commande, elle est publique, mais elle doit s'appliquer à autant de cas particuliers en fait. Oui, tout à fait. C'est ça qui est important, ce qu'il vient de dire. C'est qu'on est quand même un certain nombre de métiers rares. Il y a des métiers que je ne connais pas dans la restauration du patrimoine. Je fais partie des métiers qu'on connaît peu. Mais il faut bien se dire que l'ensemble des métiers du patrimoine, des métiers rares du patrimoine, ça fait quand même... c'est une force économique. Alors, bien sûr que tout le monde sait ce que c'est qu'un maçon, un charpentier, un carreleur, un parquetteur, etc. Mais il y a des tas de métiers, lorsqu'on restaure surtout un patrimoine, qui sont des métiers de niche. Des métiers de niche comme le mien, on ne cherche pas à être les derniers des Mohicans, surtout pas. On est peu nombreux, mais on est nombreux à être peu nombreux. Il y a de très nombreux métiers. Donc c'est nous sommes des acteurs économiques, au même titre que n'importe qui. Et donc, en termes de débouchés, en termes de formation des jeunes, on est à prendre en considération. Et donc, à travers justement cette évolution qu'il pourrait y avoir concernant l'accès aux commandes publiques, il pourrait y avoir une évolution favorable qui encouragerait franchement les entreprises à embaucher et à transmettre. Et alors, en fait, le salon, non seulement il montre ces métiers, mais il montre qu'il y a encore des gens qui savent le faire. Parce que moi, très souvent, on me dit « Oh, mais plus personne ne sait faire ça ». Mais si, il y a encore beaucoup de gens qui savent le faire. Ça étonne toujours le grand public. Et aussi, par exemple, j'avais visité un atelier de restauration de meubles, de marqueterie, etc. Eh bien, même lui, il a besoin de plus petits métiers que lui. Il a besoin de gens qui font des serrures, de gens qui vont faire les écailles incrustées, des choses comme ça. Et lui aussi, eux-mêmes, ils ont du mal à trouver... voilà, ils en trouvent, mais par rapport à certaines époques où c'était beaucoup plus abondant, c'est sûr qu'il y a quand même une raréfaction, malgré tout. Je dirais toute la difficulté, alors là je parle plutôt en opérateur public, c'est la réponse du public, de l'État, face à des spécificités. On le voit bien dans le plan de relance qu'a lancé la ministre de la Culture sur les métiers d'art. Alors, ceux qui sont les plus connus, les ébénistes, je dirais, entre guillemets, il n'y a pas de problème. La plus grande difficulté, et c'est là où justement on a une valeur très importante à apporter par rapport à la concurrence, si on peut dire, c'est ces métiers rares et ces métiers entre guillemets, j'aime pas le terme, en perdition, mais ils ne sont pas du tout perdus. C'est qu'ils sont perdus parce qu'ils sont de plus en plus étroits, mais qui ne demandent qu'une chose, c'est à revenir à la mode. Quand on voit les marketeurs de paille, quand on voit tout ce qui est autour de la plumasserie, qui était quasiment un métier disparu, qui devient aujourd'hui quelque chose d'extrêmement, je dirais pas de commun, mais de très répandu. Donc il y a des mouvements inverses, et on voit bien que c'est accompagner ces mouvements inverses. Alors un acteur comme Mobilier National qui a un projet de développement de centres de formation à certains métiers rares, pas tous, c'est justement en reproposant de l'offre que la demande va revenir. Donc c'est toute je dirais la distorsion de l'acteur public, c'est qu'à la fois aider les plus importants, le quantitativement le plus important, mais aussi aider le qualitatif, mais au sens où il y a le moins nombreux, pour redonner de l'appétence, pour redonner de l'envie, pour redonner la possibilité de redévelopper des métiers. Et là, après, la demande suivra. C'est-à-dire, une fois que ces métiers seront revenus à la mode, on reviendra. On voit bien, comme le parchemin, il y a plein de métiers qui avaient quasiment disparu et qui reviennent très fortement. Oui, d'autant plus qu'il y a une reconnaissance au niveau international de nos savoir-faire rares, que les étrangers ont une vraie conscience de la qualité de nos artisans. Et ça me fait rebondir sur un sujet qui est les nomenclatures de nos métiers, nomenclature APE par exemple, qui sont complètement. Donc, ça permettrait justement aux acteurs du secteur public ou architectes, même si vous, madame, en tant qu'architecte du patrimoine, vous connaissez nos métiers, vous savez les identifier. Oui, on est minoritaire. Mais, il y a une grande majorité d'architectes pour qui c'est très compliqué de trouver un ornemaniste, puisque je suis classé, je ne sais plus, le code 2599B, fabricant d'autres articles métalliques. Ah oui, alors, ça m'a toujours paru extrêmement mystérieux. Je ne vois pas pourquoi on n'appellerait pas un chien un chien.
bonne fois pour toutes, le métier d'ornemaniste dans tous les métiers, soit dans le domaine du plâtre, de la pierre, des ornemanistes, il y en a depuis qu'on construit, à peu près depuis 5000 ans. Pourquoi ça pourrait pas s'appeler ornemaniste, quoi? Ornemaniste métal, ornemaniste, je sais pas, voilà. Oui, oui. À une époque, au 19e siècle, on parlait de l'architecture et des arts qui s'y rapportent. C'était toujours un ensemble. On n'imaginait pas l'architecture sans les arts qui s'y rapportent. Et voilà, ça reste vrai et ça va peut-être le redevenir, effectivement. Cette réforme, éventuellement, de la nomenclature, c'est un de nos combats à Atelier de France, justement. Voilà. Essayer de faire en sorte que des architectes, des maîtres d'ouvrage puissent nous identifier en amont de leur projet. Voilà. Oui, on sent qu'il y a plusieurs points d'achoppement justement là-dessus et qu'il y a plein de choses qui convergent vers cette difficulté d'accès à la commande publique. En fait, ça représente aussi un peu tout ça. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces éclaircissements et peut-être ces pistes de réflexion pour encourager les métiers d'art à accéder à la commande publique et puis effectivement à perdurer. On le souhaite. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Je vous invite à nous retrouver soit en direct sur le salon, soit en ligne sur la plateforme YouTube Atrium pour écouter l'ensemble des émissions. À bientôt. Au revoir.